Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Gérer, planifier, prioriser, les concepts de base pour une gestion du temps efficace. Je m'appelle Mylène Azel, je suis psychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite. Et moi, je m'appelle Marie-Ève Landry, je suis également psychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite. Donc, vraiment, bienvenue. Donc, on va passer une période ensemble pour essayer de faire le tour de la question, de la fameuse question de la gestion du temps. Donc, vraiment, vous êtes nombreux à vous poser beaucoup de questions sur ce thème-là. Ça peut représenter un certain même casse-tête parce que, on a plusieurs étudiants qui essaient toujours, en fait, d'améliorer leur gestion du temps. Quelquefois, le défi, c'est pas tant les méthodes, les stratégies, mais le maintien dans le temps. Donc, l'assiduité, la discipline à travers les semaines qui s'écoulent durant la session. Pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Ça va être plus d'identifier les outils appropriés, les stratégies pour bien s'accompagner là-dedans. Donc, en fait, que ce soit pour l'une ou l'autre des raisons, ou pour les deux, vous êtes vraiment les bienvenus. On veut vraiment essayer de discuter de ce sujet-là pour que vous puissiez trouver peut-être vos propres trucs à vous. Donc, au terme de l'atelier, alors je vais vous présenter un petit peu les objectifs qu'on vise avec vous. Ça serait peut-être d'essayer d'identifier, dans le fond, les prérequis qui sont nécessaires pour être un bon gestionnaire de temps. Vous allez voir que ça prend des attitudes particulières. Ensuite, ça va être d'au moins peut-être de connaître 3 composantes principales de la gestion du temps, qui sont la planification, l'organisation, puis la gestion des priorités. Et on va aussi essayer d'identifier avec vous les bons outils de gestion du temps, ceux qui vont peut-être plus coller à votre style, à votre personnalité. Donc, il y en a plusieurs. On va essayer de les explorer ensemble, voir leurs avantages, leurs inconvénients, et peut-être aussi une stratégie pour leur mise en place. Ensuite, le dernier objectif de l'atelier, ça serait de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait face aux fameux obstacles de la gestion du temps. Donc, vous allez voir, on va bien sûr parler de la procrastination, mais aussi du stress qui est répandu chez les étudiants et c'est tout à fait normal. Donc, pour ce qui est de l'ordre un petit peu plus précis, l'enchaînement un petit peu des sujets dont on va traiter aujourd'hui ensemble. Alors, il y aura les attitudes, comme je l'ai dit, qui sont favorables à la gestion de temps. Ensuite, il y aura les 3 composantes de la gestion de temps, le choix de ses outils, les obstacles. Et enfin, il y aura une période de clavardage plus libre, mais sachez que durant toute la séance, vous êtes vraiment invités à nous adresser vos questions personnelles. On pourra vous répondre de manière privée ou si on pense que c'est des questions qui peuvent être utiles ou des réponses qui peuvent être utiles au plus grand nombre, on pourra faire des réponses générales. Donc, vraiment, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. On vous invite aussi d'ailleurs à peut-être vous munir d'une feuille, d'un crayon pour pouvoir prendre des notes, essayer de vous approprier le contenu et puis ça sera peut-être une meilleure manière d'en tirer un maximum de bénéfices. Alors, je vais vous laisser donc avec ma collègue Marie-Ève pour introduire le premier sujet. Alors, quand on parle d'attitude favorable, donc c'est un élément important à tenir en considération parce que c'est comme si on développait une sorte de philosophie. Donc, c'était nécessaire de développer une sorte de philosophie, de façon de penser au niveau de la gestion du temps. Donc, premièrement, on va parler d'avoir une bonne connaissance de soi-même. Donc, plus on se connaît, plus on va être efficace dans la gestion de notre temps. Donc, connaissance de soi, on verra un petit peu plus qu'est-ce qu'on entend par là. Ça va demander aussi persévérance parce que ça prend du temps pour changer des habitudes. Et quand on enlève, on arrête certaines habitudes pour en faire d'autres. Alors, c'est important de se donner du temps. Donc, avant que ça donne des résultats ou avant de sentir qu'on a l'effet recherché. Ça va demander aussi de la flexibilité parce qu'il faut développer une certaine flexibilité versus une rigidité. Donc, c'est-à-dire que si je fais une planification, il faut que je m'attende à pouvoir des fois modifier certaines choses dans mon horaire. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête, de rester le plus en plus possible flexible dans sa gestion de son temps. Donc, quand on parle de connaissance de soi, on parle, entre autres, effectivement, de réfléchir un petit peu à ses priorités. De façon générale, si vous ne réfléchissez pas ou si vous ne prenez pas le temps, quelques instants pour y penser, votre situation risque de devenir comme celle qui est à l'écran. Donc, la situation potentielle, là, donc une fois que vous avez commencé la session, vous êtes rendu en milieu de session, le scolaire risque de prendre pas mal, de plus en plus de place. Et là, les activités sociales, la sphère personnelle,
personnel, voire même le travail, des fois, peut être affecté. Et donc là, ce qui en ressort, c'est qu'on a l'impression, ou l'étudiant va toujours avoir l'impression d'être constamment dans ses études et qu'il ne peut plus rien faire d'autre. Alors, c'est important de maintenir un certain équilibre entre ces différentes sphères-là, hein, qui pourrait ressembler plus à un modèle comme ça, où effectivement, on garde des zones, hein, on garde quand même le scolaire en priorité, mais on se garde du temps pour du social, du personnel et aussi du travail en parallèle. Hein, donc, le personnel, on va rentrer tout ce qui est la santé, la détente, tout ce qui est les tâches qu'on a à faire de nos obligations quotidiennes. Le social, ce sont toutes les activités qu'on a à caractère social, entre amis, avec la famille. Et le travail, c'est bien sûr ce qu'on appelle le travail rémunéré en parallèle aux études, ou bien si on est dans des implications bénévoles. Donc, ça, c'est quelque chose qui va aussi être compté dans la gestion de notre temps. Et le scolaire, ça implique, bien sûr, le temps de présence en classe, mais aussi tout ce qui entoure l'étude en dehors des cours. Donc, il faut prévoir du temps pour faire ses lectures et sa révision, par exemple. Donc, ça va être important. Donc, c'est de réfléchir, de commencer à réfléchir un petit peu à ça. Comment est-ce que je voudrais que ma session, comment je voudrais qu'elle ressemble à quoi? Donc, est-ce que je veux quand même avoir du temps pour faire des activités sociales? Et donc, qu'est-ce qu'il faut justement que je mette l'emphase sur quoi exactement pour arriver à maintenir un équilibre? Donc, tout en sachant que mon équilibre, des fois, va être perturbé, mais toujours est-il que si j'ai réfléchi, bien, je vais être capable de revenir à ce que je m'étais donné comme objectif au départ. Connaissance de soi également, ça veut dire aussi cueillir de l'information sur soi-même. Si on n'est pas au courant de ces moments qui sont favorables à l'attention-concentration, il y a des moments dans une journée où on a l'impression d'être plus efficace que d'autres au niveau attentionnel. Donc, est-ce que c'est en avant-midi, en après-midi, en soirée? Donc, il y a différents moments où notre attention va être à son maximum. Ça sera de vraiment cerner à quel moment c'est le cas. Alors, on va penser à mettre peut-être ces périodes d'études dans ces moments-là, par exemple. Les environnements qui sont favorables. Donc, dans quelles conditions je travaille où je me sens le plus optimal ou le plus efficace? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est quand je suis vraiment dans un endroit où c'est absent de distracteurs? Ou est-ce que je vais plutôt au café du coin, pas loin de la maison? Ou est-ce que je vais plus à la bibliothèque, par exemple? Donc, il faut effectivement savoir dans quel environnement on se sent le plus efficace. Et c'est important aussi de savoir un peu sa durée d'attention. L'attention continue, c'est-à-dire une fois que je me mets à la tâche, pendant combien de temps je suis capable de maintenir mon focus et jusqu'à quel point. Donc, ça va me donner un indicateur de comment je peux organiser mes périodes d'études par la suite. Donc, tout simplement d'avoir un horaire, dans le fond, une grille horaire qui vous permettrait de prendre ces observations-là. Ça pourrait être d'emblée une première étape là, si vous n'êtes pas au courant de ces éléments-là. Donc, la persévérance, on en a parlé. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça demande plusieurs semaines, des fois, pour changer d'habitude. En principe, il y a quelque chose, il y a comme un prérequis qui nous dit que ça prend 21 semaines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça passer quelque part. Donc, 21 semaines pour changer une habitude. Ceci étant dit, on pense que c'est pour quelque chose de très, très simple, mais imaginez pour des habitudes plus complexes, on présume que c'est un peu plus long que ça. Alors, il faut s'armer un petit peu de patience pour devenir de plus en plus efficace, dans le fond, avec sa gestion de temps. Et la flexibilité, bien, il faut pouvoir anticiper les imprévus pour mieux y réagir. Des fois, on va aussi tenir compte des erreurs d'estimation. Donc, ça va être important de voir que des fois, je me suis donné tant de temps pour faire une tâche, mais je ne suis pas arrivée à l'objectif. Donc, j'ai peut-être mal estimé. C'est possible parce que je ne connais pas tout à fait très bien les tâches tout le temps. C'est pas tout le temps clair dès que je me mets à la tâche. Et il faut que je m'attende aussi à devoir modifier mon horaire si j'ai justement ces erreurs-là, ces imprévus-là. Quand on parle de gestion de temps, on va parler de 3 composantes principales qui sont la gestion des priorités, la planification et l'organisation. Et à l'intérieur de ça, on va trouver différents outils pour nous aider justement à développer chacune des composantes ou améliorer chacune des composantes. Ceci étant dit, vous avez peut-être déjà des bonnes capacités en planification, mais quand ça vient le temps de gérer vos priorités vers la mi-session, par exemple, juste avant les examens, ça peut devenir peut-être un petit peu problématique pour vous. Alors, Mylène va nous parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce qu'on entend par
ces trois composantes-là. Oui, alors on va commencer peut-être par la composante de l'organisation. Donc, c'est vrai que, bien sûr, on parle de gestion du temps, on parle aussi de l'efficacité. On a besoin de se sentir efficace pour maintenir un bon niveau de satisfaction personnelle, de motivation. Donc, il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent nous aider à gagner en organisation et donc en efficacité. Donc, c'est certain que se prévoir un système de classement, donc, par exemple, ça peut être des classeurs, ça peut être toutes sortes de cahiers qu'on va essayer de structurer avec un système un peu de catégorisation de classement. Donc, pour veiller à ce qu'on retrouve facilement nos notes de cours, qu'elles soient dans le bon ordre. On reçoit beaucoup de documents aussi. On prend beaucoup de notes, des notes de lecture, des notes de cours. Donc, c'est beaucoup d'informations à gérer et il faut veiller à se prévoir un système de classement dès le début de la session pour éviter de se ramasser avec une espèce de système un peu fourre-tout où à chaque fois on est en train de chercher après nos choses. Donc, il y a vraiment un système à prévoir. Habituellement, c'est très utile de le faire dès le premier cours, dès la première semaine de cours. On a un peu plus, on a une meilleure idée en fait de nos cours, un peu à quoi ils vont ressembler à l'aide de notre plan de cours, notre syllabus. Ça nous permet un petit peu plus de nous structurer. Donc, ça vaut la peine d'aller dans les magasins, les grandes surfaces pour faire le plein de matériel là, qui vont nous aider à le faire. Ensuite, bien sûr, comme Marie-Ève en parlait tout à l'heure, c'est très important pour gagner en efficacité d'identifier clairement quels sont les environnements qui sont propices pour notre concentration. Donc, ça, c'est vraiment très personnel. Il y a des personnes qui fonctionnent très bien dans les environnements très calmes, comme les bibliothèques, parce qu'on peut se comparer aux autres. On voit que tout le monde est studieux, ça nous encourage à faire de même. Pour d'autres personnes, c'est trop monotone. On a besoin d'être un peu plus stimulé, donc avoir de la musique dans les oreilles ou bien d'aller au café. Pour d'autres, ça va être vraiment l'environnement de la maison. Donc, il faut faire attention. Chacun, on a nos besoins. Et donc, ça peut être utile, par exemple, si on ne sait pas, si on n'a pas cette connaissance-là de base, on peut s'observer aller. Donc, tester différents endroits, puis avec les observations qu'on fait, on essaie de cibler les bons endroits. Puis, ça se peut qu'il y ait différents environnements selon un type de tâche. Pour de la mémorisation, par exemple, peut-être que le café, ce ne sera peut-être pas la bonne chose, mais pour des lectures, ça va nous convenir. Donc, vraiment, en prendre bonne note et répéter les formules gagnantes. Ensuite, bien sûr, l'organisation des périodes d'études. Donc, c'est certain que comme Marie-Ève le disait encore, on a une durée de concentration qui est limitée dans le temps. Notre cerveau est conçu de cette façon-là. Donc, il faut la respecter le plus possible et donc, il faut s'accorder des pauses aussi pour pouvoir un peu recharger nos ressources et pouvoir reprendre. Donc, bien connaître ces durées de concentration, les entrecouper de courtes pauses et puis aussi se prévoir des objectifs spécifiques par petite période de concentration pour être sûr de pouvoir un peu se réguler. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que je suis en retard sur l'objectif que je me suis donné cet après-midi? Donc, ça va vous permettre de gagner en efficacité si vous savez quel est l'objectif attendu pour cette période de temps. Il n'y a rien de plus, on va en fait en reparler tout à l'heure, mais avoir des objectifs qui sont trop vagues, comme étudier mon cours de statistique, ça ne donne pas beaucoup d'informations pour se réguler, pour gagner en efficacité. Donc, voilà. Pour ce qui est maintenant de l'autre point, bien sûr, connaître ces outils de gestion de temps. On va en parler en détail, donc il y a toutes sortes d'outils. Connaître aussi, bien sûr, les méthodes qui sont appropriées pour chaque type de tâche. Donc, comment est-ce qu'on effectue des synthèses, par exemple? Comment est-ce qu'on se prépare à un examen? Comment est-ce qu'on rédige un travail de session? En fait, il faut savoir que toutes ces tâches-là peuvent être segmentées en petites étapes. Et souvent, c'est important de les concevoir en petites étapes. Ça nous permet de bien les répartir dans le temps. Quelquefois, on sent que cette connaissance est manquante. Donc, on va vous en parler un petit peu plus de comment les segmenter. Puis, bien sûr, des fois, c'est l'environnement de travail, tout simplement, comme on le voit ici à l'écran. Il y a peut-être un peu trop de choses et ça crée de la distraction visuelle sur le bureau de l'étudiant. Donc, on va essayer de veiller à avoir le strict nécessaire dans notre environnement de travail.
Alors, on parlait des méthodes d'études pour donc segmenter, par exemple, une période de préparation d'examen. Donc, on vous suggère vraiment un minimum de 2 semaines à l'avance, mais ça encore, ça reste, disons, subjectif. Ça va dépendre un petit peu, vous, de votre niveau de rapidité. L'idée, c'est de trouver une période de temps qui va vous accorder, disons, des conditions qui sont assez confortables pour vous. Donc, pas éviter, disons, les périodes de dernière minute. Donc, on va essayer de répartir de manière plus ou moins longue dans le temps. Donc, c'est un ordre de grandeur. Donc, pour ce qui est de la première étape, on a la révision de notes. Il faut savoir que pour préparer un examen, rapidement, on essaie d'être constant pendant la session et à chaque nouveau cours qu'on a, on essaie vraiment d'accorder une période de relecture de nos notes de cours et aussi, disons, un moment pour compléter les notes s'il y a des informations qui sont manquantes. Ça arrive très souvent. Donc, il y a plusieurs façons d'aller récolter ces informations-là auprès d'amis, auprès du professeur, auprès de sur Internet ou sur le manuel qui nous a été donné pour ce cours-là aussi. Donc, idéalement, on va parler d'un 24 heures après le cours, dans l'idéal, au maximum. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'être encore plus efficace. L'information est tellement fraîche à l'esprit que on passe vraiment peu de temps à essayer de comprendre, décortiquer notre cours. Et même, des fois, on arrive à se rappeler d'informations qu'on n'a pas notées et on peut donc prendre le temps de la noter à ce moment-là. Mais bon, idéalement, c'est ça, 24 heures, mais ça peut être dans la même semaine du cours. Ça, c'est vraiment pour gagner en efficacité. Ensuite, on va suggérer vraiment une période où on va rédiger une synthèse de nos notes de cours. Donc, une synthèse, c'est une forme de résumé condensé des informations nécessaires. Donc, ça implique une certaine sélection de l'information. Pour certaines personnes, on va utiliser beaucoup de visuels, donc des tableaux. On va se créer des tableaux, on va se faire des cartes conceptuelles, on va se créer des schémas pour conceptualiser les informations qui ont été délivrées par le professeur. Donc, idéalement, ça aussi, on essaye d'être constant, puis d'en produire des synthèses à chaque semaine pendant la session. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. On essaye de se redonner des objectifs pour essayer de rattraper un petit peu le retard avant qu'il soit trop tard, justement. La troisième étape, c'est la mémorisation qui est vraiment scindée des autres. Donc, idéalement, on utilise les synthèses qu'on a soi-même produites et on mémorise ce contenu-là. Donc, l'avantage, c'est que c'est du matériel qu'on a nous-mêmes généré. Donc, en le générant, il y a déjà une forme de mémorisation qui se fait implicitement et surtout, c'est de l'information condensée qui a déjà été organisée et structurée. Donc, c'est beaucoup plus facile de la mémoriser que si on se fie seulement à nos notes de cours. Donc, bien sûr, il faut connaître le stock de stratégies mnémotechniques qui existent pour toutes sortes de types d'informations. Et enfin, bien sûr, il y a toute la période où on va consolider ces apprentissages-là. Et ça requiert un certain temps. C'est certain que quand on travaille à la dernière minute, on n'a pas accès à cette dernière étape où on va répéter, on va tester notre mémoire de ce qu'on a retenu. Et c'est pourtant essentiel si, le jour de l'examen, on veut avoir des réflexes, on veut pouvoir rappeler sur commande de l'information. Donc, vraiment, en sachant un petit peu ces 4 étapes-là, vous voyez que 2 semaines à l'avance, c'est vraiment court. Donc, idéalement, le 2 semaines à l'avance, c'est pour commencer la mémorisation. Donc, idéalement, on aura déjà commencé à faire les synthèses, les révisions de notes. Pour ce qui est de la rédaction d'un travail de session, encore une fois, c'est sur du long terme. On parle de 3-4 semaines à l'avance minimum. Donc, c'est important de connaître la structure, l'organisation de ce type de travail-là aussi. On va les regarder ensemble. La première étape, c'est vraiment l'identification du sujet et on va essayer de le faire valider idéalement par le professeur. Ça va nous donner de l'assurance, de la confiance et ça va nous permettre de bien cibler notre sujet parce que quelquefois, on observe qu'il y a beaucoup d'étudiants qui visent très large, très vaste et ça fait qu'on perd en efficacité, on se perd un petit peu dans les dédales un petit peu théoriques et puis toutes les sources bibliographiques auxquelles on a accès. Donc, important de bien délimiter le sujet. Ensuite, la recherche bibliographique. Il se peut qu'on ait besoin de lire d'ailleurs un petit peu à la même étape que l'identification du sujet pour un peu
prendre le pouls un peu du domaine. Mais ensuite, on a besoin vraiment d'aller faire une recherche un peu plus ciblée sur le sujet qu'on a choisi. La troisième étape, bien sûr, une fois qu'on a fait des lectures, qu'on a pris des notes de lecture, on essaye de colliger ces informations-là, se faire une idée et puis essayer de faire un premier plan initial, un plan de rédaction. Et puis, bien sûr, une fois qu'on fait notre plan, ça nous donne une meilleure idée de l'enchaînement de nos idées. Est-ce qu'il n'y a pas des liens qui sont manquants, des transitions entre les idées qui nous manquent? Donc, on va aller finaliser la recherche bibliographique pour compléter ce travail-là. Et enfin, on va se lancer dans la rédaction, mais encore une fois, c'est un premier jet. C'était très important de se laisser aller, de ne pas trop se censurer, de faire attention à notre perfectionnisme. On peut se permettre vraiment de rédiger librement, pas forcément dans le bon ordre, dans l'ordre que le plan le prévoit. Donc, on y va, on essaie de vraiment miser sur la production. On produit de la matière brute et ensuite, dans l'étape ultérieure, on va être dans le raffinement de ce texte-là. À cette étape-ci, bien sûr, on va pouvoir s'occuper du style, de l'enchaînement des idées, on va pouvoir faire des changements, du français, mais vraiment seulement à la fin. On veut éviter d'alourdir l'étape où on est dans la recherche d'idées, du contenu, parce que ça fait beaucoup pour un cerveau de faire tout ça en même temps. Donc, s'aider en séparant bien ces étapes-là. Puis enfin, il y a les corrections finales. Donc voilà, c'est très important de connaître cette organisation-là. Ça va vous permettre, encore une fois, de bien les répartir dans votre session. Maintenant, l'autre sujet, composante, c'est bien la gestion des priorités. Bien sûr, on le sait qu'il y a beaucoup de tâches qui vont compétitionner entre elles pour, disons, le premier rang de priorité. C'est toujours très dur pour les étudiants là, de savoir, mais par quoi je commence, qu'est-ce qui est prioritaire. C'est vraiment une question qui revient vraiment fréquemment. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 critères importants qui vont déterminer un niveau de priorité. On le voit en haut à l'écran, il y a le critère d'urgence et il y a aussi le critère d'importance. Donc, ça vous permet un peu de voir, on vous a un peu structuré ça ici en haut pour savoir qu'est-ce qui vient en premier, deuxième, troisième rang. Il faut savoir que pour, bien sûr, on va s'attarder aux tâches ou aux échéanciers qui sont les plus proches, donc le caractère d'urgence, c'est très important, mais par contre, des fois, les échéanciers qui sont les plus proches ont peu d'importance. Par exemple, disons un quiz qu'on a à préparer qui vaut pour 2 % de notre note. Ça doit être pour... disons, dans 2 jours, mais si on sait qu'on a un examen qui arrive dans à peu près une semaine et demie et qui vaut pour 50 %, alors il va falloir faire un petit peu ce jeu-là de, comment est-ce que j'avance sur les 2 fronts, parce que le niveau d'importance, le critère d'importance, c'est quand même, il n'est pas à négliger. Donc, une façon d'avancer malgré tout, pour les tâches qui sont importantes, c'est de les segmenter en petits morceaux. Donc, ça nous permet de commencer à se rapprocher de cet objectif-là, mais de manière graduelle, en sachant qu'on a effectivement un peu plus de temps, ce n'est pas urgent, mais en même temps, ça nous donne aussi de l'espace pour s'occuper des urgences. Donc, en segmentant en petits morceaux, ça nous permet de faire tout ça. Donc, par exemple, ici, on a une liste de tâches à faire. Donc, faire mes problèmes de statistiques, faire mon rapport de labo, faire mes lectures. Et il y a des tâches un petit peu plus personnelles. On va regarder qu'effectivement, il y a peut-être des fois une façon d'améliorer un petit peu ce genre de liste-là de priorités, c'est-à-dire en essayant d'être un peu plus spécifique. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on essaie d'être efficace, il faut exactement savoir ce qu'on veut atteindre dans la période de temps qu'on s'est fixée. Si on le sait qu'on a 1 heure devant nous, très important d'essayer de s'identifier un objectif précis. Qu'est-ce que je veux, qui est réaliste pour moi de compléter dans cette heure-là. Donc, c'est mieux d'y aller vraiment avec quelque chose de très spécifique. Comme ça, on est un peu plus sûr d'arriver à un degré de satisfaction et on va pouvoir même se réguler dans notre temps. Si on voit qu'on est un peu trop lent, on va pouvoir un petit peu accélérer la cadence, par exemple. Donc, on voit ici, là, à droite, vraiment des objectifs qui tiennent un peu plus la route et qui vont nous aider à gagner en efficacité. Alors, pour ce qui est de la troisième composante de la planification, c'est important de savoir qu'il y a 3 à peu près niveaux de planification. Donc, c'est par rapport, disons, à la durée. On a une planification qui va être plus long terme, c'est la planification globale, par exemple, avoir un aperçu de sa session au grand complet.
Donc, on va voir tout à l'heure un outil pour y arriver. Donc, ça nous permet déjà, si on s'intéresse à notre session du début jusqu'à la fin, ça nous permet d'être un peu plus stratégique, d'anticiper les périodes un petit peu plus chargées et peut-être des fois de prévoir, de décortiquer en plus de morceaux une tâche, qui par exemple une préparation d'examen ou un travail de session. On va pouvoir peut-être un petit peu plus prévoir à l'avance et mieux la répartir dans notre temps. Pour ce qui est de la planification hebdomadaire, bien sûr, c'est un petit peu ce qu'on espère pouvoir faire dans une semaine. Donc, bien sûr, les agendas vont être très utiles pour ça. Et la planification quotidienne, c'est le jour même, c'est d'être en mesure de décider qu'est-ce qu'on fait dans la journée. Qu'est-ce qui va être le plus efficace, qu'est-ce qui est la priorité de la journée. Et à quel moment je le fais, donc en tenant compte de nos périodes de concentration optimales aussi. Alors, pour ce qui est de la planification globale, vous voyez ici, c'est un document très simple à faire. Donc, vous êtes vraiment invité à utiliser ce modèle-là pour le reproduire sur votre ordinateur. Donc, vous voyez, on a toutes les semaines qui correspondent aux semaines de cours dans une session. Ici, on a une session d'automne. Et en rangée, vous avez les cours. Ici, c'est une session, je pense, de 4 cours, si je ne me trompe pas. Et puis, donc, après, vous voyez que, première des choses, on va écrire les dates d'examen et les dates de remise aussi des travaux importants. Et tout de suite, avec ce qu'on sait, on peut déjà prévoir à l'avance qu'on a un minimum de 2 semaines. Ça, on peut déjà le mettre avant les examens, 2 semaines d'études. Pour les travaux de session, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, il y a toutes sortes d'étapes aussi à structurer dans le temps, donc les lectures, la rédaction du plan, la rédaction, la correction et la remise. Donc, on peut déjà faire ce genre de projection et on peut ajouter, à partir de nos plans de cours, on peut ajouter toutes les tâches qu'on a à faire à chaque semaine. Donc, les lectures, par exemple, des fois, ça peut être des remises de rapports de laboratoire selon les cours. Donc, ça nous permet, une fois qu'on a fait ça, c'est un travail assez passif, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, on peut après ça, essayer de voir, OK, quand sont mes périodes un petit peu plus chargées? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de répartir sur une plus longue période, disons, une préparation d'examen, parce que je vois que sinon, ça va être un peu trop serré avec les remises qui viennent en même temps. Donc, voilà, ça nous permet d'être stratégique et ça nous permet de le faire en début de session au moment où on n'est pas encore stressé. Mais au moins, ça nous donne l'heure juste, ça nous permet d'être réaliste et de ne pas avancer dans la session un peu dans le déni de ce qui arrive prochainement. Ça nous permet peut-être de nous mobiliser davantage. Alors, c'est vrai qu'effectivement, j'avais prévu vous montrer un petit peu ça, mais c'est pas bien grave. Pour ce qui est de la planification hebdomadaire, ici, bien sûr, vous voyez qu'on a une semaine, tout simplement, avec les périodes de temps, avant-midi, après-midi et soir. Premier petit truc, si jamais vous voulez concevoir un horaire d'études pour la semaine, c'est d'indiquer d'abord les périodes fixes. Donc, les cours, habituellement, si jamais vous avez un emploi, des journées, des soirées fixes où vous savez que vous êtes occupé à une tâche en particulier, inscrivez-la. Ensuite, déjà, on voit un petit peu mieux les plages horaires qui sont disponibles pour, l'étude ou pour votre vie personnelle. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de placer des objectifs spécifiques dans les périodes qui, pour vous, sont les plus propices à l'étude, selon votre connaissance de vous-même. Donc, voilà, ça va vous permettre tout simplement de vous prévoir un scénario et ça vous permet d'un petit peu anticiper votre semaine et savoir un peu peut-être quel matériel amener aussi avec vous si jamais vous avez l'intention d'étudier en dehors de la maison. Alors, je vais céder la parole à ma collègue pour finir un petit peu ce bloc-là sur la planification. Donc, effectivement, Mylène nous a détaillé quand même assez bien les différentes composantes. Donc, quelques petites stratégies là, pour finir cette section-là. Donc, pour ce qui est de la planification, en général, on va suggérer aux étudiants de se mettre des blocs d'études
environ de 1h30 à 2h maximum, parce que c'est un peu, même si on varie en attention, concentration sur le plan individuel, il reste que l'ensemble des gens, de façon générale, après 2 heures d'efforts soutenus cognitivement, mentalement, c'est le temps de prendre une bonne pause. Donc, ça sera de voir, vous, dans votre situation personnelle, bien, comment vous allez répartir cette heure et demie, 2 heures de temps-là. Mais sachez qu'après 2 heures, on devient moins efficace. Donc, c'est le temps de prendre un bon arrêt et ensuite replanifier peut-être une autre période d'études un peu plus tard dans la journée. Habituellement, c'est comme ça qu'on est un peu plus efficace. L'autre chose, c'est qu'on va essayer de ne pas planifier plus que 5 à 6 heures d'études par jour. Ça, c'est dans le cas surtout où vous avez une journée là, libre, où vous vous dites « Youpi, j'ai toute ma journée, je vais étudier, je vais en profiter pour m'avancer ». Bien, sachez que vous ne pourrez pas étudier pendant 12 heures non-stop. Alors, c'est préférable d'y aller tout de suite de façon réaliste en disant « bien 5 à 6 heures, là, c'est une bonne journée quand même efficace. Donc, si vous pouvez travailler une matière pendant 5-6 heures, c'est pas mal le maximum. Même si vous pouvez varier à 2 matières pour les 5 à 6 heures, ça serait peut-être encore mieux parce que c'est moins redondant aussi pour le cerveau. Donc, c'est plus facile aussi pour l'intégration. Donc, au niveau de la planif, on va aussi s'assurer de respecter ces échéanciers. Souvent, on se fait prendre en disant, bien, on a pris du retard sur le travail ou le travail est passé à mon goût, je vais peut-être demander une semaine d'extension. Même si je perds des points, c'est pas très grave. Bien, c'est pas très grave, non, mais en même temps, c'est que c'est une surcharge. Donc, après la semaine suivante où vous demandez l'extension, mais vous allez avoir d'autres choses à gérer et en plus de gérer ce travail-là. Donc, c'est préférable de, justement, essayer de, même si c'est pas parfait ou c'est pas selon vos critères, d'essayer de le remettre parce que vous n'aurez pas à gérer cette tâche-là supplémentaire. Donc, on suggère vraiment de respecter ça. Ça, c'est surtout dans le cas des travaux à remettre. Prévoir une journée de repos par semaine, ça c'est important pour que le cerveau vraiment fasse un relâchement complet au moins pendant 24 heures. Ceci étant dit, plusieurs étudiants à qui on dit ça me disent bien c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Donc j'en conviens peut-être que votre horaire est assez chargé pour peut-être pas vous permettre ça, mais certains étudiants nous ont dit qu'ils avaient testé et ils remarquaient vraiment une différence. Donc, ils étaient plus efficaces après le lendemain parce que le cerveau s'était vraiment reposé. Alors, je vous encourage peut-être à le tester, même si vous n'êtes pas très convaincu. Testez-le pareil pour une semaine. Vous pourrez voir si c'est réaliste ou pas pour vous. Ensuite, bien, c'est de conserver ces formules gagnantes donc dans la planification. Si vous savez qu'il y a un moment qui est primordial pour vous et que vous êtes efficace à chaque semaine sur ce moment-là de la journée, bien, c'est important de le conserver. Donc, ne changez pas le moment, ne changez pas ni le lieu si vous vous sentez efficace. On va garder vraiment ces formules qui fonctionnent bien d'une semaine à l'autre en s'assurant de modifier celles qui ne fonctionnent pas. Donc, les autres qui ne fonctionnent pas, on va essayer de faire d'autres choses ailleurs, donc dans un autre créneau horaire. Maintenant, on va passer aux outils. Donc, on vous parlait d'outils tout à l'heure, qui vont être surtout des outils en lien avec la planification, l'organisation des tâches. Moi, je vais vous parler brièvement vraiment des outils plus au niveau de la planification, notamment l'agenda, le fameux agenda qu'on utilise, qui est vraiment très important. Certains étudiants m'indiquent qu'ils n'ont pas d'agenda du tout, qu'ils fonctionnent de mémoire. Et moi, je leur dis souvent, bien, c'est peut-être risqué un petit peu, on risque peut-être d'oublier parce qu'on perd un peu la notion du temps quand on n'utilise pas d'outils pour nous le rappeler. Alors, donc, c'est important. En tout cas, nous, on suggère vraiment que chaque étudiant puisse se munir d'un agenda, qu'il soit l'agenda de bureau ou les agendas numériques. Donc, il faut s'assurer aussi dans son outil de planification de voir quelques critères, donc pour qu'il fonctionne bien pour soi. Donc, il faut que ça soit compatible avec ses besoins ou son style. Comme là, on va vous parler tout à l'heure d'agenda plus traditionnels comme l'agenda de bureau ou les agendas numériques. Donc, notre outil doit nous donner un visuel à court terme. Donc, comme un agenda nous donne un visuel sur une semaine, par exemple, mais il devrait aussi nous donner un aperçu à moyen et à long terme, idéalement. Donc, ça doit être accessible. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai les informations facilement accessibles à disposition quand j'en ai besoin pour savoir si quelqu'un me dit, par exemple, est-ce que tu es libre tel jour pour faire telle activité? Bien, si vous ne vous rappelez plus, si vous aviez mis une période d'études ou si vous aviez un cours ce soir-là. Donc, c'est plus difficile à prendre une décision. Donc, si c'est facilement
accessible, vous allez pouvoir vérifier. Aussi, c'est qu'il faut que ce soit facile d'utilisation. Un bon outil, c'est un outil qu'on utilise facilement. Donc, on est enclin à vouloir utiliser et qu'on ne laisse pas de côté parce qu'il est un petit peu trop compliqué pour soi. Donc, ça, c'est les principaux critères, je vous dirais, qui sont importants quand vient le temps de choisir son outil. Donc, peut-être pour vous, c'est déjà fait. Donc, le choix de votre outil est déjà là. Donc, on a l'agenda de bureau. Donc, ça, c'est l'agenda que tous les étudiants, ou en tout cas une bonne majorité d'étudiants possèdent dans mon bureau. Les étudiants que je vois ont quand même en grande proportion cet outil-là et qu'ils tentent d'utiliser du mieux qu'ils peuvent. Donc, c'est facile, dans le sens que ce n'est pas un outil qui demande un apprentissage particulier. C'est facile d'utilisation. On n'a pas besoin de se casser la tête. On fait ça intuitivement. On met les choses dans les créneaux horaires, les activités, et c'est réglé. Donc, on a un accès aussi rapide aux informations. Par contre, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une visualisation d'une planification à long terme, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mylène, avec son tableau de planification session où là, on pouvait voir la session au complet. Donc, ça, c'est un outil qui pourrait bien compléter un agenda de bureau, par exemple. Il n'y a pas de synchronisation possible non plus avec un autre outil, comme on peut le voir dans les agendas numériques. Donc, si vous fonctionnez avec ça, sachez que c'est quand même un très bon outil, mais ça peut être des fois limité, et puis d'ajouter peut-être un outil qui soit numérique pourrait peut-être vous optimiser justement votre gestion de temps, et votre agenda aussi peut-être que peut être optimisé aussi dans son utilisation également. Donc ça, c'est à voir quand vous utilisez un agenda de bureau. Les autres types d'agenda, donc il y a plusieurs choses, mais entre autres, brièvement, là, on n'entrera pas dans les détails nécessairement là-dessus, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui est possible d'utiliser. Bon, bien sûr, on a tous les logiciels de type collaboratif comme on va, qui est représenté par Outlook, par exemple. Si vous avez, par exemple, une adresse courriel institutionnelle, tout étudiant, en principe, devrait avoir une adresse courriel qui est combinée à un compte courriel, et où là, vous allez pouvoir avoir accès à un calendrier Outlook. Et là, vous pourriez faire une partie de votre planification à l'intérieur de ce calendrier-là. Vous pouvez l'utiliser. Tous les étudiants devraient avoir accès en principe. On a les calendriers aussi en ligne, comme Google Agenda, qui est aussi associé avec souvent un compte courriel comme Gmail, par exemple. Bon, ça existe aussi, yahoo.fr, yahoo.com. Il y a quand même ce genre d'agenda-là. Donc, on peut y aller avec le compte qu'on a. Donc, c'est à vérifier. Et il y a aussi, effectivement, les fameux agendas contenus dans les téléphones intelligents qu'une bonne proportion, encore là, d'étudiants possèdent aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut, effectivement, utiliser tout ça? Bien, donc, il y a une particularité qu'on peut voir au niveau, par exemple, si on vous donne un visuel du calendrier Outlook, vous avez là, ici, un exemple d'une semaine. Donc, vous pouvez voir votre planification du temps. Là, ici, c'est un horaire fictif. Là, donc, on a mis des activités dans les créneaux horaires. Et là, on peut voir vraiment notre visuel sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi. On pourrait, par ailleurs, voir ça aussi autrement. Donc, on peut le voir aussi avec Outlook. On peut le choisir à la journée. Donc, je peux voir seulement ma journée, qu'est-ce que j'ai à l'horaire, donc dans ma planification. Si j'ai accès, par exemple, à un ordinateur ou à une imprimante, par exemple, bien, je peux imprimer peut-être le programme de ma journée, puis après, peut-être prendre des notes à côté. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et je peux aussi avoir un visuel pour un mois, pour tout le mois. Donc là, je peux voir à quoi va ressembler un peu mon horaire. Donc, je vois ici que dans la semaine, ici, là, j'ai pas mal de choses à l'horaire, alors que c'est plus tranquille les autres semaines. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir ces visuels-là, ce que ne nous donne pas nécessairement l'agenda de bureau, par exemple. Donc, quand on parle de Outlook aussi, on a ce qu'on appelle un gestionnaire de tâches. Donc, quand vous instaurez vos activités dans l'agenda, vous pouvez
inscrire également dans votre gestionnaire de tâches un rappel. C'est-à-dire que si vous mettez un rendez-vous, vous mettez une période d'étude, vous pouvez indiquer au logiciel de vous rappeler la tâche à faire, mettons, si vous voulez 15 minutes à l'avance, c'est là, quand vous avez ce rappel-là. Des fois, c'est associé d'une petite alarme sonore. Ça vous permet justement de dire, ah, ben dis donc, OK, c'est vrai, j'avais oublié ça, je vais me mettre à la tâche. Donc, c'est facile d'oublier des fois de mémoire. Et là, ça nous rappelle simplement qu'il y a ça à faire et on n'a pas besoin nécessairement d'aller consulter constamment. Fait que ça peut être pratique pour ça. Ce qu'on peut faire aussi avec Outlook, c'est qu'on peut avoir, on peut voir sa liste de tâches et on peut avoir la progression. Donc, on peut voir l'état de la tâche. Donc, est-ce que c'est la tâche est en cours? Est-ce qu'elle est à commencer? Est-ce qu'elle est presque finalisée? Dans quelle proportion elle est complétée? Donc, ici, je vois que j'ai fait à peu près 25 de la tâche. Donc, ça me permet d'avoir un visuel complet de toutes les tâches qui me restent à faire. Et aussi, à côté ici à droite, bien, je peux voir aussi les activités qui s'en viennent à mon horaire. Donc, quand je regarde ça visuellement, j'ai accès à plusieurs informations. Donc, je peux voir à côté qu'est-ce qui s'en vient pour le reste de la journée. Fait que ça peut être un outil très convivial ou très pratique à utiliser et c'est accessible, dans le fond, pour l'ensemble des étudiants de l'Université de Montréal. Il s'agit juste de vous connecter à votre compte courriel. On a le calendrier en ligne, donc ce qui est Google Agenda qu'on vous présente ici parce que c'est lui qu'on connaît le plus. Encore là, on peut encore avoir le visuel à la semaine, au mois, par journée. On peut afficher aussi des codes couleurs, donc on peut le faire aussi dans Outlook. Mais ici, on voit qu'on a des activités. Par exemple, on peut choisir les cours, les associer à la couleur rouge et associer ces périodes d'études à la couleur bleue, par exemple. Si vous utilisez des codes couleurs, c'est vraiment pour que visuellement, ça vous saute aux yeux. À ce moment-là, on vous suggère de ne pas trop prendre de codes. Donc, 4 à 5 codes couleurs, c'est préférable. Donc, on ne veut pas nécessairement avoir 10, 12, 15 codes couleurs parce qu'à un moment donné, ça va devenir complexe à gérer. On ne se rappellera plus à quelle couleur on a associé l'activité. Donc, 4 à 5 codes couleurs, c'est suffisant. Donc, on peut voir aussi un visuel sous forme de liste de tâches, comme dans Outlook. Donc, ça, c'est un élément aussi qu'on peut voir là, au niveau de sa liste de tâches et de son horaire également. Donc, le seul problème avec ça, c'est vraiment plus qu'à trait à la confidentialité des informations. Bon, si vous êtes sensible à certaines informations, vous ne voulez pas donner des informations confidentielles là-dessus, sachez que c'est sur des fois c'est de l'info nuagique, donc c'est sur des clouds qu'on appelle. Donc, c'est souvent stocké à des endroits dont on ne sait pas trop où exactement. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une confidentialité totale quand on met des informations sur ces systèmes-là. Donc, voilà, c'est le seul hic. Et évidemment, ça vous prend une bonne connexion Internet. Vous devez avoir accès à votre connexion Internet pour pouvoir avoir accès à votre horaire. Donc, si on parle d'agenda peut-être numérique, on va revenir avant, je vais vous dire un petit mot sur les agendas, pas numériques, mais l'agenda sur le téléphone intelligent. Donc, ça, c'est quand même un outil très, très pratique parce qu'on l'a pour l'accessibilité, on a tout le temps notre téléphone, on l'utilise aussi pour beaucoup d'autres choses. Donc, ça peut être un outil très, très intéressant aussi d'utiliser, dans la mesure où vous pouvez le synchroniser avec un autre calendrier, comme un calendrier, par exemple, en ligne, donc qui, justement, peut, dès que vous entrez une information dans votre téléphone cellulaire, il se synchronise, il va s'installer automatiquement dans votre calendrier, par exemple, en ligne. Donc, c'est très important parce que le cellulaire, c'est un objet qu'on peut perdre facilement, qu'on peut se faire voler, qui brise souvent. Donc, c'est sûr on risque de perdre un peu toutes ces données. Fait que c'est important de faire des sauvegardes ou des synchronisations, comme je vous disais tout à l'heure. Et également, c'est peut-être un peu moins convivial au niveau du visuel parce que c'est un petit outil où l'écran n'était pas très grand comme si vous avez accès à votre écran sur votre ordinateur. Vous avez un visuel beaucoup plus intéressant. Donc, maintenant, quelques petits indicateurs qui pourraient vous indiquer, bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon agenda de bureau, tout simplement, ou est-ce que je passe au numérique, ou
Bon, donc on peut se poser des questions des fois. Donc ici, on a mis des petits critères pour vous aider peut-être à vous poser des questions sur, bien, est-ce que je passe vraiment à des outils numériques ou je vais plutôt conserver à ma méthode? Donc, si je suis bon en maîtrise de l'informatique, si j'ai des capacités à me débrouiller pas mal tout seul s'il arrive des petits problèmes, des petits pépins de connexion, des problèmes d'application. Si je suis curieux, hein, non, il y a des gens qui sont curieux vraiment vers les nouvelles fonctionnalités, ils veulent pousser ça plus loin, on a envie d'améliorer son système de gestion de temps, bien, on est plus de type informatique ou numérique. Je vous dirais que si vous êtes dans cette catégorie-là ou si vous répondez pas mal oui à ces critères-là, vous êtes quelqu'un qui seriez à l'aise si vous ne l'êtes pas déjà avec les outils numériques. Au contraire, si vous dites j'ai pas de temps, j'ai pas l'intérêt, moi apprendre ça, c'est j'ai pas assez de patience pour ça, j'ai pas beaucoup d'ouverture par rapport aux techno, je suis pas à l'aise, j'aime ma façon de fonctionner, mon agenda me convient bien, j'ai pas vraiment de problème. Donc, je ne vois pas l'importance de changer mon fonctionnement. Je suis satisfaite avec ça. Alors, on conserve l'outil standard, notre agenda de bureau, qui peut être très bien. Hein? Donc, effectivement, ce n'est pas nécessairement contre-indicatif de combiner deux outils. Hein? Vous pouvez utiliser votre agenda de bureau à la base, mais ajouter peut-être un agenda numérique ou un autre outil numérique qui pourrait peut-être optimiser ou vous aider. Donc, on peut utiliser deux outils dans la mesure où on ne dédouble pas, c'est-à-dire qu'on va utiliser un outil pour une activité et un autre outil pour telle autre activité. Donc, en autant que ce soit bien clair pour soi dans quelle option on les utilise, il n'y a en théorie pas de problème avec ça. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec Mylène qui va vous parler des obstacles à la bonne gestion de temps, puis vous donner quelques petites stratégies pour essayer de contourner un petit peu ces obstacles-là. Oui, bien merci Marie-Ève. Un vaste sujet. Hein? C'est sûr qu'on n'aura pas le temps de faire le tour aujourd'hui, mais quand même des petites pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. Alors, les distractions. Les distractions sont très nombreuses. Il y en a, en fait, il y a des distractions qui sont plutôt internes. Donc, par exemple, les pensées, ce qu'on ressent aussi. On le sait que les distractions internes sont très importantes. Par exemple, à l'approche des examens, les craintes, les appréhensions, l'impression qu'on ne va pas y arriver. Donc, toutes ces pensées-là peuvent se bousculer et vraiment diminuer notre efficacité. Hein, parce que pendant ce temps-là, on est moins dans l'action. Peut-être qu'on évite un petit peu plus d'affronter nos tâches. On va en parler tout de suite après. Pour le moment, on va parler des distractions qui sont plus externes. Donc, comme on le voit à l'écran, il y en a plusieurs. Hein? Donc, il y a tout ce qui est l'Internet, les réseaux sociaux aussi. Maintenant, il y a des plateformes où on peut regarder un nombre infini de vidéos, tous plus intéressants que les uns que les autres. Donc, YouTube, Netflix, etc. Donc, c'est vaste. Et on sait maintenant, en plus, hein, que ces plateformes-là sont souvent conçues pour créer des addictions. Alors, c'est encore plus difficile de s'en déprendre. Donc, déjà, de un, on va essayer de... écoutez, accepter, normaliser que ça fait partie de notre vie maintenant, dorénavant. Je pense qu'on est dans cette époque-là. Et on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc, l'important, c'est de réaliser qu'effectivement, ça prend un certain autocontrôle. Il faut se questionner sur le rôle que l'on veut que ça prenne dans nos vies, hein, ces plateformes-là. C'est important de vraiment se faire une tête là-dessus pour identifier des moyens qui vont être le plus efficaces pour, disons, arriver à nos objectifs personnels. Donc, bien sûr, si on regarde un petit peu plus des stratégies un peu plus concrètes, alors, oui, l'autocontrôle, ça demande souvent de se fixer des règles. Hein? Donc, c'est important de les connaître à l'avance pour que lorsqu'on se fait un peu happer par ces plateformes-là ou ces sites Internet, qu'on ait des réflexes, en tout cas d'autocontrôle, qu'on ait un peu balisé le terrain. Donc, par exemple, se donner des règles, ça peut être très varié, mais je vous donne 3 exemples ici. Ça peut être intéressant de se prévoir des pauses pour les réseaux sociaux. Donc, vraiment d'encadrer un peu, puis de prévoir à l'avance, les réseaux sociaux, ce ne sera pas pendant toute la journée, mais ça va être à des périodes
spécifiques dans ma journée, peut-être en déjeunant, au dîner, le soir, une fois qu'on a fait les tâches scolaires, par exemple. Donc, c'est pour voir un peu comment ça s'intègre mieux dans la journée. Donc, on va essayer de se structurer là-dedans. On peut aussi utiliser ces réseaux-là Internet pour se récompenser. Ça peut être une autre façon. Donc, il faut d'abord essayer de s'engager dans notre objectif scolaire avant de pouvoir aller faire un peu de navigation sur Internet. C'est une idée. Ensuite, d'autres idées, ça peut être aussi de se prévoir des périodes de temps pour tout ce qui est mode de communication. Ça peut être les courriels, ça peut être Facebook, tout ce qui est en fait interaction sociale, réseau social. Donc, de se délimiter des périodes précises encore une fois. Et des fois, tout simplement, donc de refuser, de différer un peu les réponses aux sollicitations, aux nombreuses sollicitations qu'on reçoit. Ça peut être aussi, par exemple, de se créer des dossiers ou d'utiliser les catégorisations spam dans la boîte courriel pour diminuer le nombre de sollicitations aussi. Donc, ça prend un petit peu de temps pour prévoir tout ça, mais au final, ça peut être vraiment bénéfique. Il y a d'autres stratégies qui visent plutôt à se restreindre des sources de distraction. Donc, par exemple, ça peut être aussi simple que d'éteindre son téléphone quand on sait qu'on a 2 heures d'études devant nous. Ça peut être de le mettre dans une pièce aussi différente, ne pas y avoir accès. Mais maintenant, il existe aussi des stratégies technologiques pour contrer un petit peu ces distractions-là. Donc, on va combattre le chaud par le chaud. On va utiliser les technologies pour réduire notre utilisation des technologies. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vais vous donner une liste de bloqueurs de sites Internet. Il y en existe vraiment une panoplie, là. Il y en a plusieurs qui sont gratuites aussi. On peut aussi utiliser le minuteur, donc justement la technique Pomodoro dont on vous parle tout de suite après, ça utilise le minuteur. Donc, c'est une façon un peu d'avoir une forme de contrôle externe, une forme de surveillant technologique qui chronomètre une durée de temps pour laquelle on a vraiment prévu d'étudier, de rester centré sur notre tâche. Par exemple, on peut utiliser des blocs de 25 minutes si notre durée de concentration est de 25 minutes ou plus selon. Donc, ça nous permet vraiment de nous réguler un petit peu davantage parce qu'on voit le temps s'écouler. Ça nous permet de nous encourager à persister parce que le temps va bientôt s'écouler et puis ensuite, on peut se mériter une petite pause. Donc, c'est un peu le propre de la méthode Pomodoro. D'ailleurs, la méthode Pomodoro, on peut la bonifier en ayant une feuille blanche à côté de nous. Si par exemple, on fait de la lecture pour un cours, on peut avoir une feuille et à chaque fois qu'on a une distraction interne ou externe qui veut venir compétitionner pour notre concentration, par exemple, si j'ai envie d'aller sur Facebook, soudainement, au lieu de l'exécuter, de la réaliser, cette intention-là, je vais simplement l'écrire sur la feuille de papier et ensuite, je reviens sur ma tâche. Donc, on va se construire une espèce de collecte de distracteurs et comme ça, au moins, on les gère, on les traite au moment où elles viennent, mais au lieu de les agir, on les inscrit. Et puis éventuellement, on utilise nos pauses pour les régler, parce que quelquefois, effectivement, on a besoin de régler quelque chose par courriel, mais ça nous fait un aide-mémoire aussi par la même occasion. Enfin, rester actif, ça on le sait. Par exemple, on le sait dans les cours, le fait de prendre des notes en classe, ça aide à gérer notre concentration. Si on est actif mentalement, on est actif, on prend des notes, bien sûr, ça fait que notre concentration, elle est mobilisée par cette tâche-là et elle est moins accaparée par toutes sortes de sources de distraction externes. C'est la même chose quand on étudie, donc être le plus actif possible, se poser des questions, surligner, prendre des notes, se questionner, faire des liens. Donc, c'est un autre moyen très simple. Et en même temps, ça favorise vos apprentissages parce que c'est de faire des liens, c'est de réfléchir pour soi qui va favoriser ce processus-là. Donc, rapidement, on va regarder d'autres, peut-être quelques dernières stratégies. Donc, celle-là, c'est un petit peu relié à la procrastination, entre autres, parce qu'effectivement, souvent, ça va de pair. Les distractions vont nous faire procrastiner. Oui, j'ai peut-être un 30 minutes de plus, je vais regarder un épisode d'une série que j'aime bien. C'est correct, c'est pas si long et on se lance là-dedans. Ça devient de la procrastination. Puis bon, il faut savoir que tout le monde procrastine un peu. Là, l'idée, c'est pas d'éradiquer la procrastination, ce serait irréaliste, mais
quand même de s'aider à avancer le plus possible vers nos objectifs. Donc, un bon truc, c'est de s'activer le plus vite possible. Donc, un des trucs, c'est lorsqu'on le sent qu'on est on a commencé à procrastiner ou à se distraire, en prendre conscience, première des choses, donc être lucide, observer qu'on s'est fait prendre, tout simplement, sans se juger, là, évidemment, et on se donne 30 secondes à partir de ce moment-là pour se mettre à la tâche. Donc, 30 secondes pour ouvrir nos cahiers ou nos notes de cours et commencer la tâche. Donc, ça, c'est la règle des 30 secondes. Ensuite, on peut ajouter la règle des 15 minutes, pas la règle, mais dire le test sur 15 minutes. C'est-à-dire que plutôt que de s'exiger une longue période d'études, parce que des fois, c'est ça qui nous freine, hein, c'est la crainte que peut-être qu'on va s'ennuyer ou ça va être pénible, que ça va être difficile, ça va être complexe. On va essayer de réduire l'objectif à 15 minutes. Alors, l'objectif devient non plus d'achever une tâche, mais de dire, je vais au moins faire 15 minutes. Puis, après le 15 minutes, je me donne le droit de voir si je continue ou pas. Hein? Si je suis trop fatiguée, si je suis complètement inefficace, j'ai encore mal à la tête, on se permet, on s'accorde le droit de reporter un autre moment dans notre journée ou en tout cas le plus vite possible. Donc, habituellement, ça nous permet de nous lancer, ça, parce que c'est des plus petits objectifs qui nous paraissent beaucoup plus réalistes. Et il y a beaucoup d'indulgence à travers ça, ça fait du bien. Donc, évidemment, de segmenter la tâche, c'est un peu le même principe, c'est l'idée de diminuer nos grandes attentes, hein, pour que la tâche nous paraisse un peu plus facile et plus accessible pour nous. Hein. Donc, un dernier petit truc, c'est aussi de commencer par une tâche plus facile. C'est un peu moins effrayant. Ça nous paraît peut-être un peu plus plaisant. On sent qu'il y aura moins d'efforts à fournir. Donc, toutes ces conditions-là nous amènent à avoir l'assurance qu'il faut pour se lancer. Hein, donc, c'est beaucoup de gestion d'émotions, en fait, la gestion des distractions et de la procrastination. Donc, peut-être des petits éléments de plus pour parler des émotions. Très important de faire attention à la culpabilité, à la culpabilisation. On le voit, c'est très commun, très naturel, je pense, très intuitif de vouloir se culpabiliser si on procrastine, si on ne se trouve pas assez discipliné. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours matière à amélioration, mais c'est sûr que si on tombe dans le piège de la culpabilité, bien sûr, souvent, c'est que ça amène encore plus de ressentis de vécu difficiles, inconfortables, désagréables. Et plus la tâche est associée à quelque chose de désagréable, moins on va avoir envie de la faire. Donc là, on peut être pris dans ces cercles-là. Donc, très important, plutôt, de constater, effectivement, non, c'est ça, je voulais travailler, je ne l'ai pas fait. Pas tomber dans la culpabilité à outrance, mais simplement essayer plutôt de regarder de l'autre côté. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'encourager à continuer cette tâche-là ou à la reprendre. Donc, plutôt de regarder vers des solutions ou comment se créer des bonnes conditions mentales pour y arriver. La culpabilité, c'est jamais une bonne idée habituellement. Donc, ça peut être, par exemple, de se trouver des petits trucs, de se récompenser. Bon, si j'arrive à faire telle tâche, après, je vais aller voir mon ami, puis on va avoir du fun. Ou là, je vais me permettre de regarder un film. Bon, vous voyez bien le principe. Pour ce qui est de l'autre aspect, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Tout simplement, c'est qu'on voit beaucoup d'étudiants qui vont se créer des environnements très arides, très difficiles finalement quand c'est le temps d'étudier. Donc, pas de bruit, ils vont s'isoler. Pourtant, il faut essayer de se créer des conditions intéressantes. Il faut que ça ait l'air un peu plus plaisant. Hein? Donc, ça peut être, par exemple, d'aller travailler dans un café. Si pour nous, on aime ça quand c'est vivant, quand ça bouge, ou bien se mettre de la musique relaxante, se mettre dans des vêtements confortables. Donc, chaque personne là, a ses trucs, mais vraiment de réfléchir à ça pour se créer des bons environnements très propices là, à la motivation. Et puis, si vous voyez qu'après tout ça, c'est difficile, que vous ne sortez pas de vos habitudes de distraction, de procrastination, malgré plusieurs tentatives, là, ça peut être aussi très intéressant, très important de réfléchir à ses motivations. C'est sûr qu'il n'y a pas de plaisir si on n'est pas dans un programme qui nous correspond finalement. Aussi, les exigences sont trop élevées par rapport à nos capacités aussi. Donc, on se retrouve à progresser ou en tout cas à évoluer dans un domaine qui ne nous envoie pas une image positive de nous-mêmes. Donc,
C'est important de faire une réflexion d'abord sur notre projet d'études, notre orientation scolaire. Des conseils en orientation peuvent vous aider à le faire. Et puis aussi, bien sûr, d'essayer de réfléchir à comment retrouver ce plaisir-là. Des fois, c'est une question d'améliorer ses méthodes d'études. Des fois, ça va être vraiment de réfléchir à son projet en tant que tel pour trouver quelque chose qui nous ressemble plus. Donc, rapidement, maintenant, on va regarder les technologies, les applications, les sites Internet qui peuvent vous aider à gérer les distractions. Donc, pour ce qui est du 30-30, c'est une application qui est gratuite. En fait, ça permet vraiment de nous fixer des durées précises pour des tâches à faire. Et puis, l'application va vraiment nous indiquer quand le temps est écoulé. Donc, ça nous mobilise, ça nous encourage à avancer plus efficacement. Et puis, ça nous invite d'ailleurs à passer à la tâche suivante. Ça, c'est beaucoup pour les étudiants qui, des fois, travaillent vraiment de manière séquentielle, ont du mal à avancer plusieurs choses en même temps. Là, il y a une petite incitation à passer à l'autre, même si on n'a pas totalement terminé, pour mieux répartir le temps. Ensuite, on a le Time Timer. Ça, c'est vraiment, un logiciel et une application qui nous permettent de mieux visualiser le temps qui s'écoule. On a beaucoup d'étudiants qui nous expliquent qu'ils ont du mal à sentir le temps qui passe ou à faire des bonnes estimations de temps sur le temps que va prendre, par exemple, une tâche. Donc, tendance à sous-estimer souvent, tendance à être très déçu, ou toujours avec le sentiment que, je n'y arrive pas à respecter mes échéanciers, je suis inefficace. Donc, ça peut être intéressant parce que ça visualise et puis on a des alarmes qui nous rappellent un peu quand c'est terminé, si on en a besoin. Un petit truc aussi pour les personnes qui ont plus de mal à estimer la durée des tâches, souvent c'est qu'on sous-estime, pourquoi pas se donner un petit coussin en multipliant par 2 le temps qu'on prévoit initialement, ou au moins par 2 ou 1,5. Ça nous permet d'avoir le petit coussin de sécurité pour tout ce qui est imprévu et distraction. Et on risque un petit peu moins d'être déçu, puis on va mieux répartir le temps sur une plus longue durée. Pour ce qui est du Pomodoro, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, il y en a vraiment plusieurs sortes d'applications qui portent ce nom-là. Donc, ça vous permet aussi de prévoir des petites durées de travail entrecoupées de pauses. Pour ce qui est de HomeWriter, c'est en fait, c'est comme un logiciel pour les travaux écrits, la rédaction. Ça nous permet en fait de créer une espèce d'environnement de rédaction qui est très zen. En fait, visuellement, c'est très joli, ça donne envie de rédiger, c'est sobre, c'est réconfortant et il n'y a aucune autre distraction. Donc, quand on va sur ce site-là, ça coupe un peu les autres distractions et il n'y a pas plein de fonctionnalités, c'est très simple, donc on ne se perd pas à faire de la mise en page. Des fois, on va se distraire dans des tâches qui nous apparaissent plus faciles. Là, non, on est dans la rédaction et il y a des musiques aussi qui sont zen, qui sont intéressantes, qui font du bien. Il y a même des options de son pour les touches du clavier qui nous permettent d'être encore plus focalisés sur ce qu'on est en train de faire, d'avoir un feedback sonore qui est apaisant, qui est intéressant. Rescue Time, ça, c'est vraiment plus pour avoir une approche globale de sa gestion de temps. Ça permet, par exemple, de mesurer le temps qu'on passe sur les différents sites Internet comme Facebook, nos courriels, les autres réseaux sociaux. Et on peut se fixer des objectifs de temps. Par exemple, dans une semaine, je veux passer maximum 2 heures sur Facebook. On va avoir des rappels quand on se rapproche de cette durée d'utilisation et ça risque de bloquer. On peut paramétrer des blocages lorsqu'on a dépassé. Pour ce qui est de Cold Turkey, ça, c'est vraiment un peu plus... en fait, c'est un vrai bloqueur pour Windows. Donc, l'idée, c'est qu'on va identifier des sites Internet qu'on veut bloquer ou des applications et on va, fixer, on va établir les périodes précises où on veut qu'elles soient bloquées. Par exemple, tous les soirs de 17h à 21h, ça peut être le matin. Donc, vous pouvez vraiment choisir en fonction des périodes où vous faites plus attraper par vos distractions. Vous pouvez vraiment les contrer de cette façon-là. LeechBlock, ça, c'est vraiment comme une extension de Mozilla, si vous avez Mozilla. Donc, c'est un bloqueur de site Internet très simple, très basique, mais il est à la portée de tous les utilisateurs du navigateur Mozilla.
Alors, je vais vous laisser maintenant. On parlait de distraction plutôt externe. Maintenant, on va parler de l'anxiété qui peut bien sûr vous distraire ou vous nuire à votre progression dans vos tâches scolaires. Je laisse Marie vous en parler. Alors, bien sûr, un autre obstacle, c'est l'anxiété de performance. Comme disait Mylène tout à l'heure, c'est souvent les distracteurs internes. Donc, on a une série de distracteurs externes qui peuvent nous distraire, dans le fond, de ce qu'on a à faire. Mais nos distracteurs internes aussi sont importants. Puis, des fois, c'est pour ça qu'on va vers les distracteurs externes, justement, parce que dans notre tête, ça bouge vite. Des fois, on est préoccupé, on est inquiet, on est anxieux. Puis là, on va soulager peut-être l'inconfort ou l'anxiété en allant voir une série Netflix, en allant visionner Facebook, etc. Alors, ça peut être associé des fois. Pas toujours, mais sachez que des fois, ça peut être en lien. Donc, ce qu'on retrouve souvent chez les étudiants, c'est la fameuse peur de l'échec. Donc, l'anxiété de performance, qui va survenir quand les tâches nous paraissent difficiles, qui ne sont pas familières, qui sont abstraites, pas trop claires ou subjectives. Donc, ce qui est sensiblement susceptible de vous arriver dans les tâches universitaires parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le temps clair. C'est pas familier parce que des fois, c'est nouveau. Même si on a fait des examens, bien, des fois, la matière est nouvelle, on ne sait pas trop la charge de travail. Donc, c'est un peu tout le temps nouveau à chaque fois. Donc, il faut tout le temps se réajuster. Donc, c'est un phénomène, je vous dirais, qui est quand même assez répandu au niveau de l'anxiété de performance chez les étudiants. Donc, et ça mène effectivement dans un cycle de l'évitement, souvent, où là, on va avoir tendance peut-être plus à procrastiner parce que c'est pas confortable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ça? Bien, premièrement, bon, on ne peut pas l'éviter complètement, mais on va essayer de se trouver des petits moyens, des petits trucs qui pourraient nous aider, comme aller chercher du soutien social, c'est important, socialiser, aller voir autour de vous autres s'il y a d'autres étudiants qui vivent la même chose que vous, puis de vous dire, mon Dieu, je ne suis pas toute seule à me stresser avec ça. OK, c'est le lot de beaucoup d'étudiants. Donc, ça va nous permettre aussi de sentir, donc, pas seul, de sentir pas isolé avec notre problème. Des fois, on a l'impression que c'est juste nous autres qui ne fonctionnent pas bien, mais on se rend compte que c'est partagé par beaucoup d'autres étudiants. Donc, on va faire preuve aussi de patience, de bienveillance, d'indulgence envers soi-même, de ne pas trop s'en demander, de prendre conscience des fois qu'on est dans le perfectionnisme un petit peu. Est-ce qu'on veut des A dans tous les cours? Sinon, ça ne vaut pas la peine de venir aux études. Donc, moi, ça me prend des notes excellentes. Sinon, je me sens pas bon, je me sens pas bonne, je me sens pas compétente. Donc, on peut peut-être réviser ces façons aussi de penser sur soi-même. Donc, il faut aussi des fois apprendre à se calmer, relativiser les choses. Si on a de l'anxiété dans des situations où on ne se sent pas compétent, des fois, c'est d'aller chercher d'autres actions en dehors ou d'autres activités où on sent une forme de contrôle ou de compétence, où on se sent bon. Et donc, on a une espèce de satisfaction personnelle. Ça peut nous aider à passer à travers. Donc, des fois, c'est d'aller valider ces stratégies, voir si j'ai des bonnes méthodes. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas la méthode qu'il faut. Bien, on peut aller se valider vers d'autres étudiants, par exemple, ou vers des services, des professionnels qui peuvent nous aider là-dedans. Donc, on va essayer aussi de faire du sport, s'organiser pour avoir un bon sommeil pour ne pas trop activer l'anxiété, parce qu'on sait quand on est fatigué, on va devenir aussi un petit peu plus anxieux ou anxieuse. Et si on a des problèmes, c'est d'essayer de résoudre ça au fur et à mesure. Mais quand on est pris un peu avec l'anxiété de performance, le problème revient un peu tout le temps sans qu'on le veuille vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ça? Bien, on va essayer vraiment d'aller chercher peut-être encore là des applications qui pourraient venir nous aider à justement s'arrêter, prendre un moment d'arrêt pour tenter de cesser de ruminer sur les choses du passé qu'on n'a pas bien fait. Par exemple, j'aurais dû étudier plus, j'ai pas assez fait ci, je regrette de ne pas avoir fait ça, ou bien d'anticiper. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va arriver si j'ai un échec ou si j'ai une mauvaise note? Qu'est-ce qui va se produire? Donc, notre esprit est souvent soit hier, ou soit porté sur hier, ou porté sur les choses qui vont arriver demain. Mais quand on parle de méditation de pleine conscience, par exemple, et ça, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une application de méditation qui pourrait vous aider à justement explorer ou essayer ça, la méditation de pleine conscience, pour essayer de vous donner un moment d'arrêt, de dire à votre cerveau « stop ».
je prends le temps de prendre 3 ou 4 bonnes respirations, hein, parce que dans la méditation, on va vous amener à prendre conscience de votre respiration. Puis, effectivement, de prendre conscience de ce qui se déploie dans le moment présent. Hein. Donc, c'est possible des fois de tenter de mettre ça là, à votre agenda, de dire, bien, OK, je vais télécharger l'application, je vais y aller avec un esprit de curiosité, je vais essayer ça pour voir quel est l'effet que ça a sur moi. Bon, on sait que, justement, on vous parle de ça parce que on sait qu'il y a plusieurs recherches qui tentent à démontrer que ça a un effet vraiment important sur la réduction du stress, l'augmentation de la concentration et même le renforcement du système immunitaire. Donc, au niveau de la santé, de façon générale, physique, ça aurait également un effet. Donc, ce n'est pas à négliger. En tout cas, c'est des zones à explorer, même si, ceci étant dit, ce n'est pas pour tout le monde, hein, mais je pense que ça vaut la peine quand même de l'essayer pour voir l'effet que ça peut avoir sur soi. Au niveau de notre façon de faire aussi, on a d'autres applications qui reflètent la cohérence cardiaque. Hein. Donc, la cohérence cardiaque, tout simplement, la méditation, c'est qu'on va passer un peu par le cerveau pour avoir un effet sur le physique ou le corps. Mais là, la cohérence cardiaque, c'est qu'on vous demande de de partir de votre corps pour aller vers votre cerveau. Donc, tout simplement, hein, rapidement, c'est vraiment de moduler votre activité cardiovasculaire avec votre activité cérébrale. Donc, tout simplement, il y a des applications qui vont vous permettre, hein, pendant 5 minutes, de suivre un graphique ou de suivre un visuel où on va vous indiquer quand respirer, quand inspirer et quand expirer, et de suivre ce rythme-là. Donc, ça pourrait avoir un effet également sur votre activité du cerveau. Donc, vous allez avoir plus de facilité à réfléchir, à voir plus clair, à vous sentir mieux, à vivre un certain apaisement. Donc, ceci étant dit, ces choses-là, même si on vous en parle, pour avoir un effet, il faut pouvoir le faire de manière régulière. Donc, c'est important. Hein, vous ne pouvez pas dire, bien, j'ai essayé ça une fois, j'aime pas ça. Il faut quand même se tester sur un certain temps pour voir si vraiment ça fait de l'effet. Donc, c'est différentes applications. Donc, c'est juste pour vous amener dans cette direction-là où vous pourriez trouver des façons de vous relaxer, hein, dans le fond. Ou d'amener votre cerveau à se détendre pendant quelques instants. Donc, pour conclure, on va essayer de conserver sa flexibilité, hein, comme on disait. Donc, pensez à développer ces stratégies d'organisation, de planification et de priorisation. Hein, donc, si vous vous rappelez du graphique au départ avec les 3 composantes, l'outil qui convient à votre style, donc un outil qui est efficace, convivial, facile d'accès, vous avez vos données. Donc, ça, c'est important. Vous pouvez combiner 2 outils pour optimiser un outil plus conventionnel et essayer du mieux que vous pouvez de gérer vos distractions et l'anxiété de performance avec les petits trucs qu'on vous a suggérés aujourd'hui. Sachez qu'effectivement, hein, même si on aborde ça de façon assez rapide, donc vous pouvez vous procurer notre guide de métier étudiant où vous allez avoir en main le détail de la gestion du temps, mais de d'autres aussi composantes comme la préparation d'examens, la rédaction de travaux, la lecture et la prise de notes efficace, donc, et également les travaux d'équipe. Donc, vous avez à l'intérieur de ce guide-là tous les éléments qui impliquent le métier d'étudiant. Donc, et vous pouvez vous le procurer là, à notre bureau au César, donc au soutien à l'apprentissage, au 2101, au 3e étage. Donc, c'est possible de vous le procurer à cet endroit-là si vous le désirez. Donc, on a bien sûr d'autres, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on aura d'autres ateliers qui vont avoir lieu au cours de la session. Alors, je vous invite vraiment à aller voir sur notre site Internet pour aller justement voir les moments où les ateliers auront lieu et à quel endroit, et de vous y inscrire. Hein. Donc, c'est des ateliers gratuits et ça se déploie surtout au début de la session. Alors là, ça commence, c'est en cours, donc au cours du mois de janvier, je vous suggère de prendre votre agenda peut-être, hein, et d'aller indiquer les ateliers qui vous intéressent et de vous inscrire, donc le plus rapidement possible. Donc, c'est des ateliers qui vont porter sur, encore là, la prise de notes, la lecture, la préparation d'examen aussi, qui sera sous forme de webinaire également.
Donc, il y a différents ateliers. Il y aura aussi des ateliers qui portent plus sur ce qu'on a parlé au niveau des compétences plus larges, comme éloigner la procrastination, concilier, études, travail, famille. On va avoir un atelier également sur la confiance en soi, sur l'anxiété. On a parlé d'anxiété de performance. Donc, il y aura également un atelier sur l'anxiété de performance et la pleine conscience, donc pour mieux gérer ces phénomènes-là. Donc, au terme de cet atelier, on vous laisse tout simplement avec une question, ou une petite activité qui vous permettrait de réfléchir aux stratégies que vous aimeriez expérimenter au cours de cette session-ci. Donc, qu'est-ce que vous voudriez mettre en application? Donc, vous pourriez repartir avec quoi vous repartez concrètement et ce que vous comptez mettre en application. Alors, on vous remercie pour votre écoute. Donc, si vous voulez nous retrouver, on est effectivement au 2101 boulevard Édouard-Montpetit. Vous avez nos coordonnées téléphoniques si vous voulez plus d'informations. On est toujours prête également pour clavarder avec vous pendant une quinzaine de minutes. Donc, on vous invite à nous poser vos questions si vous n'avez pas eu la chance de le faire. Et on vous remercie beaucoup de votre participation et de votre écoute. On vous remercie énormément. Il faut savoir que le webinaire aussi va être présenté, va être en fait déposé sur notre site Internet très prochainement. Donc, vous pourrez revoir avec le temps, à votre rythme, toutes les informations. Donc, le webinaire va être hébergé. Voilà, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, merci pour votre participation, votre écoute. Et puis, on est tout à fait disposé à répondre à d'autres questions si vous en avez par écrit. Merci beaucoup.